des titans invisibles sous la terre et l'histoire oubliée des mineurs géants des Appalaches. L'étude de l'histoire industrielle réserve parfois des surprises, qui dépassent le cadre des simples statistiques de production ou des rapports d'accidents laborieux. En se penchant sur la genèse de l'organisation syndicale dans les mines de charbon de la région des Appalaches, bien avant que l'unité de mines Rorquer n'y établisse son autorité. La recherche historique classique s'attend généralement à manipuler des registres de tonnage, des descriptions de campements ouvriers ou des chroniques de la brutale économie d'extraction qui a alimenté la révolution industrielle américaine. C'est un terrain balisé, documenté par des textes officiels et des analyses socio-économiques rigoureuses. Pourtant, l'examen direct des photographiques de la fin du XIXe siècle et du début du XXe siècle révèle une réalité physique totalement absente des manuels scolaires. Il ne s'agit pas d'illustrations fantastiques tirées de brochures de propagande, ni de contes folkloriques exagérés par des vieilles montagnardes, mais de véritables clichés pris sur le vif. Ces documents visuels, s'étalant des années et demie ou environ de Nexen, montrent des équipes de mineurs rassemblés près des puits, des entrées de galeries ou des installations de tri de charbon à travers toute la chaîne des Appalaches. Au milieu de ces groupes d'hommes ordinaires apparaissent des silhouettes d'une stature proprement impossible. Première vue. La disproportion est si flagrante qu'on pourrait suspecter un simple effet d'optique ou un jeu de perspective malicieux. Cependant, une analyse rigoureuse de la topographie dément cette hypothèse, le sol est parfaitement plate. La projection des ombres respecte les lois de la physique et les structures en arrière-plan fournissent des points de repère géométriques constants à travers toute l'image. Les ouvriers qui entourent ces géants possèdent des proportions tout à fait normales et mesurables, ce qui accentue le gigantisme des autres figures. Cette époque, les technologies de placement d'images n'existaient pas. Les clichés proviennent d'appareils photographiques grand format à plaques de verre utilisés par des professionnels mandatés par les compagnies minières, par des enquêteurs du gouvernement ou par des équipes d'arpentage chargées de documenter la composition de la main-d'œuvre et le rendement des sites. Face à cette profusion visuelle, les explications historiques traditionnelles perdent toute cohérence. Plus la recherche progresse, plus le nombre de photographies augmente de manière exponentielle, dispersées dans les azotas de Virginie occidentale, les dossiers d'enquête fédérale sur le travail ou les collections de tirages à la gélatine argentique provenant de compagnies minières au jour d'estompé du Kentucky oriental et du sud de la Virginie. Le constat demeure identique d'un campement à l'autre. Sur l'ensemble des bassins houillés, des groupes de 15 à 30 mineurs posent lors des changements d'équipe, flanqués d'individus entre 9 et 11 pieds de haut. Cette récurrence exclut définitivement l'hypothèse d'une anomalie médicale isolée ou d'un cas de gigantisme pathologique unique qui aurait attiré la curiosité des scientifiques. Les photographies montrent parfois 3 ou 4 de ces colosses au sein d'une même équipe, partageant le quotidien de leurs camarades dans la lumière grise du matin. Ils portent exactement les vêtements de toile épaisse, les mêmes bottes de cuir lourd et les mêmes lampes à carbure fixées à leur casque. Des institutions aussi prestigieuses que la Smithsonian Institution conservent des documents relatifs au recensement du travail de non-puissance faisant mention de ces travailleurs hors normes. De même, la division des estampes et photographies de la bibliothèque du Congrès possède des rapports d'édition industrielle menés entre Nuisancar et Nitian et Nuzuzan qui corroborent ces observations visuelles à toute la région. L'analyse des archives des sociétés d'investissement britanniques, qui injectaient alors d'immenses capitaux dans les exploitations minières américaines, apporte une confirmation supplémentaire. Les rapports financiers envoyés outre-Atlantique pour rassurer les actionnaires londoniens contiennent de minutieux portfolios photographiques où ces hommes de taille extraordinaire apparaissent sans le moindre commentaire particulier. Ils étaient pleinement intégrés à la force de travail, traités comme des ouvriers ordinaires. La stratégie des autorités de l'époque semblait constante, répertoriée, cataloguée, mais ne jamais enquêter ni s'interroger publiquer sur les origines de cette population.
La concentration exclusive de ces géants dans le secteur de l'extraction de charbon et la délimitation temporelle stricte de leur présence, concentrée entre Nizambisan et Nisontos, soulèvent pourtant de profondes questions que la science historique officielle a choisi d'ignorer. Les journaux de bord des inspecteurs du travail ne décrivent pas ces hommes comme des curiosités de foire, mais bien comme des éléments productifs d'une valeur inestimable pour les exploitants. Leur stature et leur puissance physique les rendaient particulièrement aptes à manœuvrer dans des veines de charbon profondes et basses de plafond, là où les efforts physiques épuisaient les ouvriers de taille normale en seulement quelques heures. Ce qui rend ces preuves impossibles à rejeter, c'est l'attitude des sujets très hommes, pas pour exhiber leurs différences. Ils sont saisis en plein travail, couverts de poussière de charbon de la tête aux pieds, parfaitement indissociables de leurs collègues. Les photographes cherchaient uniquement à valider la conformité de la sécurité ou le nombre d'employés, capturant ces géants de manière totalement fortuite. Une fois ce phénomène identifié, les indices matériels se multiplient dans les collections d'outils d'époque. L'équipement de forage manuel et les pies récupérées dans les sections condamnées des mines des comtés de Mingo ou de Harlan présentent des dimensions anormalement grandes par rapport aux tirs européens ou occidentaux contemporains. Les manches de ces outils possèdent une longueur et une circonférence qui dépassent de loin, ce qui est ergonomiquement gérable pour une main humaine standard. L'argument d'une simple variation de fabrication régionale s'effondre lorsque l'on sait que ces mines importaient leur matériel directement de grands centres industriels comme Pittsburgh-Znati, qui approvisionnaient tout le pays. Un ouvrier normal perdrait tout contrôle mécanique en tentant de manipuler de tels outils, alors qu'ils s'adaptent parfaitement à la morphologie d'un individu de 9 pieds. Les wagons de mine racontent une histoire similaire. Avant l'introduction de la traction animale ou des moteurs électriques, ces bennes à voie étroite étaient poussées à force de bras depuis le front de taille jusqu'au puits principal. Les wagons retrouvés dans le bassin houillé de Pocahontas, dans le sud de la Virginie occidentale, possèdent des barres de poussée positionnées à une hauteur telle qu'un homme de moins de 7 pieds devrait adopter une posture mécanique désastreuse pour les déplacer. Pour un géant, cette hauteur permettait une poussée droite et efficace, préservant le corps durant des quarts de travail de 12 heures. Bien que les musées étiquettent souvent ces objets comme des prototypes expérimentaux, leur usure prononcée est l'accumulation de résidus de charbon prouvant qu'ils ont été utilisés de façon intensive pendant des décennies. Les structures architecturales des exploitations minières de surface et de fond confirmant également cette anomalie physique. Dans les Appalaches, les mines étaient majoritairement d'églises à fleur de coteaux. Creuser une galerie nécessitait de briser la roche, une opération coûteuse en main-d'œuvre et en explosifs que les opérateurs réduisaient au strict minimum pour maximiser les profits. Pourtant, les dimensions des portails de dizaines de mines abandonnées atteignent fréquemment 8 à 9 pieds de hauteur, alors que les veines de charbon sous-jacentes ne mesuraient que 5 pieds. Les manuels d'ingénierie minière de l'époque recommandaient des dimensions bien inférieures, et le matériel standard de ventilation y circulait avec une marge d'espace excessive, invalidant l'explication technique habituelle liée à l'aération des galeries. L'aménagement des campements ouvriers isolés offre les indices les plus troublants. Les habitations destinées aux équipes de gros œuvres construites à l'écart des noyaux urbains principaux affichent des proportions architecturales aberrantes pour l'époque. Les quarts de porte s'élèvent à 10 pieds de haut et les plafonds intérieurs frôlant les 12 pieds, dans des structures pourtant édifiées avec une économie de matériaux draconienne. Les plateformes de couchage et le mobilier lourd y sont fixés à des hauteurs disproportionnées, inaccessibles ou inconfortables pour un travailleur de taille moyenne. Ces caractéristiques se retrouvent dans des vestiges de camps répartis sur 5 tas différents, la Virginie Orsini, le Kentucky, la Virginie, le Tennessee et la Pennsylvanie. Les compagnies minières n'auraient jamais gaspillé de précieuses planches de bois si ces logements n'avaient pas été calibrés pour les occupants.
La confrontation systématique des photographies et des données géométriques détruit les explications conventionnelles. L'abondance d'objets fixes à dimensions connues dans le champ visuel, tels que les poteaux de soutènement standardisés ou les rails de transport, permet d'établir une échelle de mesure d'une grande fiabilité. Les calculs révèlent une constance rigoureuse de la taille des sujets extraordinaire à travers les décennies et les différents opérateurs, ce qui exclut les distorsions optiques, qui varient nécessairement selon l'objectif ou la distance de prise de vue. Sur les clichés les plus nets, les mains de ces travailleurs, bien que gigantesques, ne présentent aucune des déformations osseuses ou des épaississements caractéristiques de l'acromégalie. Les visages ne montrent pas non plus les traits grossiers associés au gigantisme hypophysaire, leurs proportions anatomiques sont harmonieuses et simplement agrandies. Les rapports des enquêteurs fédéraux, dont l'objectif premier concernait les salaires, le temps de travail ou les dettes des mineurs envers les magasins de la compagnie, contiennent aussi une mousse fortuite, mais révélatrice. Un rapport de terrain du bureau au labor statistique de Numission Tray, portant sur le comté de McDowell, évoque de manière clinique la présence d'ouvriers drillés d'une stature inhabituelle issus des communes montagneuses locales, dont les dimensions dépassaient largement les normes physiques humaines. Les contremaîtres y soulignaient leur efficacité redoutable pour les travaux de force. Une étude interne de la compagnie Inlanstel datant de 1907 inclut également des clichés de ces ouvriers géants, légendés de manière purement administrative sans la moindre allusion à leur taille, comme s'ils faisaient partie du paysage industriel normal. Puis, subitement, l'histoire s'interrompt. Après l'année nihil trace, toute trace photographique de disparaît des archives, ce changement ne s'est pas fait de manière progressive au fil de récession technologique, mais de façon radicale. Alors que la prolifération d'appareils photo plus petits et plus abordables multiplie les clichés de mineurs dans les années 1920, on ne trouve plus que des hommes communs. Les grands mouvements de syndicalisation ou la mécanisation progressive des mines ne suffisent pas à expliquer cette disparition soudaine. Car les sites concernés ont continué à exploiter le charbon manuellement pendant de nombreuses années. Les colosses cessent simplement d'être mentionnés dans les registres, d'apparaître sur les images et d'exister dans la documentation officielle des investisseurs étrangers. Tout se passe comme si, vers 1920, une décision collective et tacite avait déterminé ce qu'il était convenu d'enregistrer et de montrer au public. Malgré cette censure invisible, la culture, laquelle elle persiste. Les brocanteurs et les ferrailleurs des Appalaches découvrent encore occasionnellement des outils surdimensionnés portant des marques d'usure authentique incrustées d'une poussière de charbon que le temps ne peut effacer. Les sociétés historiques locales préfèrent classer ces pièces comme des anomalies de fabrication ou des outils de démonstration industrielle, refusant d'envisager l'explication la plus logique. Aborder la réalité de ces travailleurs extraordinaires ébranlerait trop profondément les récits institutionnels établis sur la construction des fondations énergétiques de l'Amérique moderne. L'aspect le plus déconcertant de cette affaire réside dans le désintérêt systématique de la communauté scientifique et des historiens du travail. Devant les photographies, la tendance générale est de prétexter des effets de perspective sans expliquer leur cohérence parfaite sur des centaines d'images distinctes. Face aux outils ou à l'architecture des camps en données, les spécialistes invoquent de vagues traditions artisanales régionales sans justifier le gaspillage de ressources. Il ne s'agit pas d'un complot actif, mais d'une indifférence institutionnalisée face à des questions dont les réponses obligeraient à réécrire l'histoire. Les interrogations demeurent pourtant entières concernant l'origine de ces hommes, leur constration dans les mines et les raisons de leur disparition totale des registres démographiques, sans laisser de traces de migration. Un cliché particulier symbolise parfaitement ce mystère. Retrouvé dans les archives d'un ancien contremaître du début des années Nizong, il montre 6 mineurs sortant d'une galerie lors d'un changement de car. 5 d'entre eux ont une taille ordinaire, tandis que le 6e dépasse de loin le sommet du portail sous lequel ses compagnons doivent se courber. Son attitude est décontractée,
une main posée amicalement sur l'épaule de son collègue. Personne autour de lui ne semble s'étonner de sa stature monumentale. Il était un camarade, un travailleur estimé, un homme de son temps. En refusant de poser les questions soulevées par ces documents, la société a transformé une réalité historique tangible en une spéculation interdite, effaçant de la mémoire collective ces bâtisseurs de l'ombre dont les outils et les foyers gigantesques, dissimulés au fond des vallées des Appalaches, attendent que l'on daigne enfin ra véritable histoire. I fut avadifre perspective on history, lève à comment bello ando forger te char di video, to spread et historical mystery.